Salut, chers frères, qui aiment l'histoire africaine. Je voudrais un peu revenir à nos Akans. Je voudrais revenir un peu à nos Akans. Ça fait vraiment un moment que je n'ai pas donné un enseignement sur les Akans. Les Akans sont en Afrique de l'Ouest. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, à travers des mots, on perçoit la philosophie, la perception du monde d'un peuple sur une question donnée. Et c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai fait, je crois, une vidéo dessus. Mais je veux ici, maintenant, le faire concernant la mère et le père. Comment est-ce que les Akans perçoivent la mère en général et comment ils perçoivent le père en général? La mère est appelée Ni ou bien Mo. Il y a deux façons. Par exemple, les Agnis, d'abord, ils disent Mini, c'est-à-dire ma maman. Maintenant, ils disent Mo Ni. Bon, eux, ils ajoutent encore Mo Ni. Mais chez les Baoulés, c'est Mo. Les Baoulés, c'est Mo. S'ils disent Mo, simplement, c'est la mère. Chez les Nzema, eux, ils disent Emo. Emo, c'est la mère. C'est la maman. Mais ils peuvent dire aussi Mili. Ça renvoie au même Ni. Mais Ni, qu'est-ce que c'est? Dans ces langues Akan-là, en général, le suffixe Ni est un suffixe qui identifie. C'est un identifiant. Par exemple, quand on dit Agni Ni, ça veut dire qu'il est Agni. Nzemani, ça veut dire qu'il est Nzema. Quand on dit par exemple Esikaf, bon là on peut dire Esikafoué. Bon, mais on peut dire aussi Ezukwavre. Bon, ça c'est un autre suffixe. Mais quand par exemple en Ashanti on dit Sikani, ça veut dire que c'est celui qui a l'argent. Donc le Ni est un identifiant. Le Ni est un identifiant. Or, c'est le Ni simplement, en général, quand on l'ajoute à quelque chose, Esikani, ça veut dire que c'est celui qui a l'argent. Vous voyez, c'est celui qui a l'argent. Or, Ni simplement, ça désigne la mère. Or, je l'ai dit, ce suffixe-là est un identifiant. Mais pourquoi est-ce qu'alors on l'utilise en plénitude pour désigner la mère? Parce que c'est la mère en réalité qui donne l'identité à l'individu dans la pensée de ces peuples Akans-là. C'est la mère qui donne l'identité à l'enfant, à la personne. Parce que c'est par ta lignée maternelle qu'on sait si tu fais partie de ceux qui sont les descendants, ceux qui font partie des descendants en ligne maternelle des aïeuls qui sont à l'origine du matriclan. Je répète, par ta lignée maternelle, on sait si tu es descendant en ligne directe des aïeuls qui sont à l'origine du matrilignage, c'est-à-dire du lignage en ligne maternelle. Est-ce que vous comprenez? Ce que chez les Tuifo, ils appellent un ton. Les Agnis, d'abord, ils appellent ça un vilier ou bien affilié. Les Nzema, ils disent simplement Aboussoin. Mais ils précisent bien soit point Aboussoin, c'est-à-dire le lignage très proche. Voilà. Vous comprenez? C'est ainsi que si tu es un digne descendant des aïeuls par le sang, en douce sanguinie, on dit tu es déchet. Tu es déchet. Bon, souvent déchet, on traduit ça en français par noble. On traduit ça par noble. Or, la perception de nos ancêtres, c'est pas la même chose. Chez nos ancêtres, il n'y a pas de roturier. Voilà. Chez les Akans, là, il n'y a pas de roturier. Comme en Europe, on dit noble, roturier, non. Chez nous, là, les aïeuls qui sont à l'origine du matrilignage, là, si tu descends par elle, par travers le sang, tu es un déchet. Tu es un déchet. Voilà. Donc, c'est la mère Ni qui fait qu'on sait si tu es un déchet ou bien si tu ne l'es pas. Alors, comment se fait qu'on peut ne pas être un déchet?
Il y a des femmes qui sont des captives. D'ailleurs, en général, chez les Akans, quand des femmes sont captives, on les donne en mariage aux hommes déchets du lignage. On les donne en mariage aux hommes déchets du matrilignage pour qu'elles fassent des enfants. Quand elles font des enfants dans ce cas-là, l'enfant appartient au matrilignage de son époux. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains. L'enfant là, qui est né de la captive et de l'homme déchet du matrilignage là, leurs enfants là vont être membres du matrilignage auquel appartient l'époux. Mais ce type d'enfants là, comment on les appelle? C'est ceux-là qu'on appelle Mouroua. Parce que leur maman est captive. Ouais, ou bien on peut dire leur aïeul a été captive. En Afrique, il n'y a pas d'esclaves. Il faut comprendre ça. En Afrique, il n'y a pas d'esclaves. Pourquoi je dis ça? Et que je n'utilise pas le mot esclave, mais j'utilise le mot captif. Parce qu'en Afrique, chez les Akans notamment, celui qui est captif, il ne perd pas sa dignité humaine. Alors que dans l'esprit des Indo-Européens, quand tu es esclave là, tu perds ta dignité humaine. Tu n'es plus un être humain, tu es comme un meuble. Or, en Afrique, ce n'est pas pareil. Quand tu es dans la captivité, cela ne veut pas dire qu'on te dénie ton identité humaine. Non, au contraire, on respecte ta dignité humaine. Ça fait deux choses différentes. La perception de ces caucasiens là, et puis de nous, les Kamites, là, ce n'est pas la même chose. Voilà. Comment tu peux regarder un être humain et puis tu dis que non, c'est lui, il est comme un meuble. Non. Pourtant, il te parle. Tu t'en le violer en plus. Donc, c'est ça. Donc, ceux-là, on les appelle Mouloua. D'ailleurs, quand c'est le père, par exemple, est un chef ou bien un roi, ce type d'enfant, on les appelle Dasouaba. C'est-à-dire les enfants Dasouaba. Da, c'est coucher, soit maison, bas, enfant. C'est-à-dire que donc l'enfant de la couche de la maison, c'est ce que ça veut dire, littéralement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est cela qu'on appelle Mouloua. Bon, en langue zema, on les appelle aussi Tchelezo. Tchelezo, ça veut dire sur le chapeau. Sur le chapeau. C'est comme si ça fait la fierté de ceux qui les ont acquis. Mais il faut savoir que chez ces mêmes Akans, après 8 générations, je dis bien après 8 générations, ces descendants de captifs peuvent eux-mêmes avoir l'autorisation avec, je peux dire, l'autorisation, l'assentiment du roi, de la chefferie et des autres familles. Ils ont le droit de eux-mêmes avoir leur tabouret, parce que c'est le tabouret qui est le symbole de la famille. Voilà, donc en ce moment-là, c'est comme si, entre guillemets, ils deviennent des déchets. Bon, je ne sais pas si je peux employer encore le mot noble ici. C'est comme si eux aussi ils deviennent des nobles parce qu'ils ont maintenant leur lignage à eux. Alors qu'à l'origine, leur aïeul était une captive. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la mère qui fait l'identité. Quand par ta mère, ta lignée maternelle, soit tu es un déchet, soit tu ne l'es pas. Soit tu es un... Bon, ceux dont la mère est captive il n'y a pas longtemps, parce que les Akans aussi distinguent 3 types de captivité. Quand la personne a été achetée, on appelle Kanga, en langue Agni et puis en langue Baoulé. Mais en langue Tui, cela se dit Donko. Vous voyez, cela se dit Donko. Mais quand quelqu'un a été pris en captivité au moment de la guerre, au cours d'une guerre, etc., ou bien il a été pris en otage, etc., là, ce n'est plus le mot Kanga. Quand c'est dans le domaine de la guerre, on dit Domu. En langue Tui, ce type de captif est appelé Domu. Voilà, mais en Agni Sanvi, notamment de la région d'Aboasso, ce type de captif est appelé Angama. C'est appelé Angama. Est-ce que vous voyez? C'est appelé Angama. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, il y a une autre forme de captivité qui est liée à l'endettement. Si vous êtes endetté auprès d'un créancier que vous n'arrivez pas à vous acquitter de la dette pendant longtemps, lui, il réclame alors quelqu'un de votre lignage. Souvent, il réclame une femme. C'est ça qu'on appelle Aoba. En ce moment, celle-là est placée comme un peu en otage
auprès du créancier ou bien de la famille du créancier. C'est ça qui s'appelle awoba. Ça s'appelle awoba. Voilà, ça s'appelle awoba. Donc vous voyez, il y a différents types de captivité. Mais là, dans ce cas-là, une fois que la dette est remboursée, bon, la personne revient dans son lignage. Voilà, la personne revient dans son lignage. Mais très souvent, les créanciers sont malins. Souvent, ils réclament une femme et puis ils l'épousent et puis ils font des enfants avec elle. Voilà, c'est comme ça. Donc, la mère ni identifie la personne et son statut. S'il est déchié, s'il est kanga, s'il est abloua, etc. Voilà, parce que je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Hein. Abloua, Mouroua. Abloua, c'est le singulier de Mouroua, c'est-à-dire descendant des captifs. Voilà. Mais si lui-même, immédiatement, il est acheté, ça c'est un kanga ou une kanga. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, la mère aussi est appelée Mo. Voilà, Mo. En bas, on dit Mo. En Zema, on dit Mo. En Agni Savi, on dit Moni. On ajoute Mo et puis en plus Ni, qui est l'identifiant. Mo, ça veut dire, c'est un mot qui littéralement veut dire merci. Mo. Mo, c'est vrai, ça change. L'intonation change. Hein? Mo, c'est pour dire merci. Mo, c'est la mère. Mais c'est la même, on voit que c'est la même racine. Même si l'intonation, le ton fait que les sens sont différents. Vous voyez. Mais, cela veut dire qu'on remercie la mère. On remercie la mère. Pourquoi? Parce que c'est par elle, comme on dit là, qu'on a l'identité. C'est par elle qu'on a l'identité. C'est comme si ces populations-là connaissaient, je peux dire, l'ADN particulier de la mère. La mère a un ADN particulier. Voilà. La mère, la maman a un ADN particulier. Je ne sais pas si, en français, comment ils appellent ça. Je ne sais pas si c'est l'ADN mitochondrial ou bien je ne sais pas quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Là. Les Akans reconnaissaient, je peux dire, la personnalité particulière ou l'élément particulier de l'ADN de la maman. Voilà. Certains disent que, ouais, on voit la maman immédiatement que c'est elle qui a donné naissance à l'enfant. Mais pour le papa, c'est différent. Alors maintenant, je commence à parler du papa en même temps. Je fais là la transition. Alors, dans certaines langues Akan, comme en Agni, etc., on dit messe. Pour dire le papa, on dit messe. Messe. Mais le mot c'est, c'est le mot c'est qui désigne le père. Le père. On va voir qu'il y a deux mots qui désignent le père. C'est, ça veut dire savoir. Quand on dit messe, ça veut dire je sais. Mais c'est que je sais. Donc, le père, c'est quelqu'un qui sait. Il sait quoi? Ah, c'est là. Il sait que lui, il a épousé cette femme-là. Et il a eu des rapports avec elle. Il a eu des rapports avec elle. Donc, il sait. C'est pour ça que, en général, chez les Agni Savi, les Agni d'abord, chez les Betibé qui sont aussi dans la région de la Djeke, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu as eu des rapports avec une femme, même si tu ne l'as pas épousée, si elle vient et puis elle pointe du doigt, qu'elle te désigne comme étant le géniteur de l'enfant à naître, tu as obligation d'accepter. Tu as obligation d'accepter. Parce que tu sais que tu as eu des rapports avec elle. Même si c'est fait une seule fois, qu'importe. Tu sais. Voilà, mais si est. Voilà, si est. C'est-à-dire c'est la paternité. Si est, c'est la paternité. Mais c'est mon père. Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez la perception de la paternité chez ces populations Akan là. Voilà. Ces deux petits mots-là, déjà j'en suis à 14 minutes. Ouh là là, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de nos ancêtres africains. Parce que cette histoire est tellement méprisée que bon, on ne l'enseigne pas et bon, souvent, bon. Et le père aussi est appelé quoi? Edja. Edja. L'un des mots qui désigne le père, c'est Edja. Bon, aujourd'hui aussi, on utilise ça pour dire monsieur dans nos langues. Edja. Edja. Edja, là, c'est surtout en cuit. Hein? En cuit. Edja. C'est surtout en cuit. Mais les Agni aussi disent. Et les Zema aussi disent Edja. C'est mais le Dja, Edja, quelle est la source?
vous remarquerez que le feu est appelé Dja. Le feu là est appelé Dja. Voilà. Mais là aussi l'intonation change. Hein? Et Dja. Dja, c'est le feu. Vous voyez. Mais parce qu'ils savent que hein, le Père est de feu. Ils savent que le Père est de feu. Parce que pour eux, en fait, dans leur esprit, le masculin est lié au feu. Tandis que le féminin est lié à l'eau. C'est comme ça que cette population à Akala perçoivent la chose. Le masculin, l'homme est lié l'homme masculin, bien sûr, est lié au feu. La femme, l'être humain de sexe féminin est lié à l'eau. D'ailleurs, moi-même, je suis souvent surpris et étonné. Bon, pas autant que cela. Quand on voit une flamme, quand on représente par dessin une flamme, hein, et puis on représente aussi une goutte d'eau. Vous allez voir que la goutte d'eau et la flamme ont la même forme. Les deux, la goutte d'eau et la flamme ont la même forme. Mais souvent on représente la goutte d'eau en couleur bleue et puis la flamme en couleur rouge. Mais les deux ont la même forme, seulement les deux sont orientés différemment. La goutte d'eau, sa tête est orientée vers le bas. La flamme, sa tête est orientée vers le haut. Parce que la flamme monte. Autant l'eau descend. L'eau descend. L'eau, elle descend. Voilà. Voilà. Donc c'est cela. Vous voyez, c'est cela. Le Père est de feu. Et il sait. Voilà. Donc voilà un peu la perception hein, que les Akans ont de la notion de père et de mère. Si bien que d'ailleurs même, quand on parle de l'orphelin, en langue on dit Ejankan. Hein? C'est-à-dire qu'il y a le mot Eja, le nom du père, et puis Kan. Hein? Pour parler de l'orphelin. Hein? Ejankan. Il y a une belle chanson qui est Ejankan, mon bro, etc. Bon, donc, Ejankan, c'est-à-dire que l'orphelin, bon, c'est quelqu'un dont le père a parlé, c'est-à-dire que bien, le père n'est pas là. Il a parlé, mais il n'est pas là, il est absent. Voilà, donc c'est un peu ça. La perception de la notion de père, la perception de la notion de mère chez les Akans. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou.